En 1998, dans les ateliers de Mulhouse, une ligne de production s'est arrêtée. Le Manurine MR73, l'arme de poing de l'élite de la police française, le revolver conçu pour les opérations du GIGN, n'avait plus d'avenir. L'industrie lourde de l'armement national s'effondrait sous le poids des restructurations, des coupes budgétaires et de la standardisation mondiale. La commande publique ne suffisait plus. L'outil de la violence légitime de l'État allait disparaître, jusqu'à ce qu'il soit sauvé par un atelier qui ne fabriquait ni pour la police, ni pour l'armée. À des centaines de kilomètres de là, dans les monts du Forez, à Saint-Bonnet-le-Château, une famille d'artisans a pris la décision inattendue de racheter les brevets, les outillages et les plans. Chapuis Armes, une maison connue pour sculpter des crosses en noyers précieux et ajuster des fusils de chasse de grand luxe, allait désormais forger l'acier du MR173. 20 ans plus tôt, ce croisement aurait semblé industriellement absurde. L'usine d'État d'un côté, l'artisanat de niche de l'autre. Mais la véritable histoire de Chapuis Armes n'est pas seulement le sauvetage d'un revolver emblématique. C'est l'histoire de la survie d'une certaine idée de la souveraineté armurière française. Pendant que les manufactures d'État fermaient leurs grilles et que des empires comme Manufrance s'effondraient, cet atelier a refusé de mourir. Ce documentaire est une exploration purement historique et industrielle de cette survie. Il ne contient aucune instruction d'utilisation, d'assemblage, de réparation ou de tactique. Il raconte comment, face à un écosystème stéphanois en ruine, une manufacture a compris que la seule façon d'exister n'était pas de produire plus, mais de produire ce que les machines seules ne pouvaient pas faire. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des manufactures et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée, la police, la chasse et la mémoire nationale. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, dans le bassin armurier de Saint-Étienne, dans les années 1930. L'histoire de Chapuis Armes ne commence pas par une commande de l'État, ni par un appel d'offres du ministère de la Guerre, ni par un grand programme de modernisation d'un arsenal national. Elle commence dans l'ombre industrielle d'un géant. Dans les années 1930, le bassin de Saint-Étienne est le cœur battant de l'armement français. L'écosystème régional est alors divisé en deux mondes massifs qui dominent le paysage. D'un côté, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la célèbre EMAS, qui forge frénétiquement les fusils réglementaires de la République, se préparant à des conflits mondiaux avec une logique de production militaire lourde. De l'autre, la manufacture française d'armes et cycles, plus connue sous le nom de Manufrance, qui inonde les campagnes françaises avec des centaines de milliers de fusils civils expédiés par catalogue. Le fusil de chasse, une arme longue destinée historiquement à la pratique cynégétique, est à cette époque un objet de consommation courante. La France compte des millions de chasseurs. Pour répondre à cette demande insatiable, Manufrance a standardisé la production. Leurs modèles sont d'une fiabilité redoutable, mais ils sont usinés en série, pensés pour la quantité. La machine impose sa loi à la matière. Les tolérances sont larges. Le temps d'usinage est chronométré. Mais cette industrialisation de masse crée un vide institutionnel et culturel. En rationalisant l'usinage, la grande industrie abandonne inévitablement l'ajustage manuel fin. Au-delà des murs des immenses usines, la ville de Saint-Étienne repose sur une armée silencieuse. Les artisans à domicile. L'un polissait, l'autre bronzait, un autre réglait les détentes dans de petits ateliers enfumés. L'économie armurière stéphanoise était un réseau de sous-traitance incroyablement habile, mais structurellement vulnérable. C'est précisément dans cet espace complexe que l'histoire de Chapuis s'enracine. À quelques dizaines de kilomètres de la métropole industrielle, dans la petite ville de Saint-Bonnet-le-Château, ancré dans les monts du Forez, un artisan nommé Jean Chapuis décide d'emprunter sa propre voie. Les archives industrielles indiquent qu'il débute sérieusement son activité dans les années d'entre-deux-guerres. Il n'est pas un capitaine d'industrie gérant des milliers d'ouvriers. Il est un ouvrier armurier hautement qualifié, et plus particulièrement, il maîtrise l'ajustage délicat des bascules. La bascule, la pièce mécanique centrale qui relie le canon à la crosse, verrouille l'ensemble et renferme le système de percussion, est le cœur d'un fusil à canon basculant. Dans la production de masse de Manufrance,
Les codes sont calculés pour qu'une bascule accepte n'importe quel canon de la série de fabrication sans nécessiter trop d'intervention humaine. Mais chez l'artisan, le canon, le tube en acier par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, et la bascule sont mariés à la lime, à la main, avec la technique du noir de fumée pour vérifier les points de contact microscopiques. C'est un travail de patience absolue que les usines rationalisées ne peuvent plus justifier financièrement. Le problème n'était pas seulement la vitesse de production. Le problème était la philosophie même de l'objet. Les milliers d'ouvriers de la masse pointaient à l'usine et exécutaient une tâche segmentée. L'artisan du Forez, lui, comprenait l'arme dans sa globalité physique. Pendant que l'État français concevait des fusils à répétition manuelle pour équiper ses casernes, l'atelier de Saint-Bonnet-le-Château construisait un savoir-faire diamétralement opposé. La crosse, la partie en bois tenue contre l'épaule pour stabiliser l'arme, n'est pas perçue comme un simple bout de bois fonctionnel. Dans cette armurerie de luxe naissante, elle est choisie dans des ébauches de noyers sélectionnés, sculptée et mise à bois pour épouser parfaitement les contours de l'acier sans le moindre jour. L'entrée française de Chapuis ne s'est pas faite par une adoption militaire fracassante ou un contrat gouvernemental. Elle s'est faite par l'accumulation lente d'une réputation de sous-traitant d'excellence, devenant progressivement un fabricant à part entière. Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, le paysage armurier français est bouleversé. Le marché civil reprend ses droits, mais la demande se polarise. La chasse au petit gibier règne en France et les modèles industriels bon marché suffisent à cette tâche. Mais pour la grande chasse, pour la traque du grand gibier en forêt ou pour les prestigieux safaris dans un empire colonial en pleine mutation, l'élite française regardait ailleurs. Elle achetait massivement des armes anglaises, allemandes ou belges. La France d'après-guerre souffrait d'une absence évidente. Il manquait cruellement une manufacture capable de concurrencer les grands noms étrangers sur le terrain du luxe. Le système manquait d'un champion national indépendant. Chaque arme qui sortait de l'atelier de Saint-Bonnet-le-Château devait redescendre dans la vallée pour passer par le banc d'épreuves de Saint-Étienne. L'institution officielle, chargée de tester la résistance balistique des armes par des tirs de surpression avant de leur accorder le poinçon légal de commercialisation. Sur ces bancs d'acier étatiques, les fusils Chapuis prouvaient la rigueur de leur conception. C'était le pacte physique entre l'artisan privé et le contrôle de l'État. Dans les années 1950 et 1960, sous l'impulsion de la deuxième génération, notamment René Chapuis, l'atelier change d'échelle. Le problème de la plupart des maîtres armuriers stéphanois de cette époque n'était pas la qualité de leur lime. Le problème était leur incapacité à transformer un atelier individuel en une entreprise pérenne. Des centaines de petits noms ont simplement disparu lorsque le fondateur a pris sa retraite, incapable de survivre aux coûts, aux taxes et à l'industrialisation. Cette force allait devenir un piège mortel pour presque toute l'armurerie traditionnelle française. Mais la famille Chapuis a compris la menace. Ils ont su que l'artisanat pur et isolé était condamné à mourir. Ils ont embauché, ils ont formé des apprentis, ils ont structuré une équipe complète regroupant canonniers, ajusteurs, monteurs sur bois et graveurs sous un même toit. Ils ont créé une véritable petite manufacture centralisée, capable de maîtriser chaque étape sans dépendre totalement du réseau stéphanois qui commençait déjà à s'effriter sous la pression des réglementations et des importations. L'objet final estampillé de leur nom devenait la preuve matérielle qu'il était encore possible de fabriquer en France des armes de grande tradition. Mais pour s'imposer définitivement sur le marché national et international, pour cesser d'être un secret régional bien gardé, produire d'excellents fusils à canon lisse ne suffisait plus. L'entreprise avait fondé ses bases, mais la survie face aux géants industriels allait exiger de maîtriser une complexité technique redoutable, un défi balistique que l'industrie mécanisée de masse échouait régulièrement à résoudre. La percée de Chapuis Armes sur le marché national et international ne s'est pas faite par une invention balistique inédite, mais par la maîtrise obstinée d'une architecture que l'industrie lourde fuyait méthodiquement. Le fusil express. Un fusil express, une arme longue de chasse dotée de 2 canons rayés, juxtaposés ou superposés, conçus pour tirer des cartouches à balles de forte puissance destinées au grand gibier, est, par nature, une anomalie industrielle. Sur le papier, il ressemble à un fusil de chasse traditionnel.
Dans la réalité métallurgique stéphanoise, c'était un cauchemar de production. Le problème fondamental résidait dans ce que les armuriers appellent la convergence. Lorsqu'une munition, le terme général désignant la cartouche complète utilisée par l'arme, est tirée, la pression colossale générée par la poudre sans fumée fait vibrer l'acier. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, se dilate et se tord microscopiquement sous le choc. Avec deux canons soudés ensemble, le tir du premier tube modifie physiquement le comportement du second. Pour qu'un fusil express frappe sa cible au même point avec ses deux canons à une distance donnée, l'usinage géométrique ne suffit pas. Il exige un réglage humain. Les artisans devaient braser les canons, tirer sur une cible en atelier, constater l'écart, chauffer l'ensemble pour faire fondre la soudure, insérer une cale millimétrique, ressouder et tirer à nouveau. C'était un processus purement empirique. L'équation thermique et mécanique était si complexe qu'à l'époque, aucune machine automatisée ne pouvait la calculer parfaitement pour chaque paire de tubes. C'est précisément sur ce point technique que le système de production français se divisait. Les immenses manufactures comme Manufrance excellaient dans l'arme à canon lisse, où les tolérances balistiques d'une gerbe de plomb pardonnaient les marges de l'usinage en grande série. De leur côté, les arsenaux d'État, engagés dans la production militaire, fabriquaient des fusils à répétition manuelle. Un système où l'utilisateur actionne le mécanisme entre chaque tir, doté d'un seul canon. Le fusil express était donc resté le privilège presque exclusif des grandes maisons londoniennes ou des firmes allemandes de grand prestige, vendues à des prix inaccessibles pour l'écrasante majorité des chasseurs. La chasse française souffrait de cette absence. Dans les années 1970 et 1980, le développement massif de la chasse aux sangliers embattus dans les forêts françaises, couplé à l'engouement persistant pour les safaris africains, créait une demande pressante pour une arme double, rapide, sécurisante et capable de doubler le tir instantanément. Chapuis Armes a compris que la seule façon de s'isoler de la crise qui menaçait la sous-traitance stéphanoise était de conquérir ce marché. L'objectif était de démocratiser le fusil express sans en détruire l'essence artisanale. Pour y parvenir, l'entreprise a pris une décision industrielle qui allait redéfinir son avenir en opérant un virage technologique paradoxal. Pour sauver l'artisanat, il fallait importer la robotique de pointe. Dès les années 1980, l'atelier de Saint-Bonnet-le-Château investit massivement dans les premières machines-outils à commande numérique. L'usinage traditionnel par enlèvement lent de matière, qui monopolisait le temps des ouvriers, fut bouleversé. Désormais, le boîtier de culasse, la structure centrale en acier qui reçoit les principaux éléments mécaniques et verrouille l'arme, était taillé dans la masse par des fraiseuses programmées par ordinateur avec une précision d'une fraction de millimètre. La culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, n'existait pas ici sous la forme d'un cylindre mobile militaire, mais sous la forme d'un bloc basculant massif. Le verrou, l'élément de fermeture qui maintient la culasse en place pendant la phase de tir, devait résister à des pressions internes colossales. La machine effectuait ce travail de dégrossissage complexe avec une régularité et une rapidité que la main humaine ne pouvait espérer égaler. Mais le secret de Chapuis résidait dans la limite imposée à la machine. La fraiseuse s'arrêtait exactement là où la véritable armurerie commençait. L'ajustage final de la bascule au noir de fumée, le bronzage des aciers, le quadrillage de la crosse et surtout, le réglage minutieux de la convergence des canons restait strictement dans les mains des monteurs. L'usine produisait les pièces, mais c'était l'artisan qui créait l'arme. Ce modèle hybride a provoqué une onde de choc institutionnel et commercial. Soudain, les armuriers de détail parisiens, les revendeurs de province et les grandes fédérations de chasseurs pouvaient proposer un fusil express français, éprouver et frapper des poinçons officiels, à un prix abordable par rapport aux standards britanniques, tout en conservant une véritable aura de luxe. L'arme rencontra la clientèle des guides professionnels, qui exigeaient une fiabilité mécanique absolue face au gibier dangereux, autant que la bourgeoisie provinciale qui voyait dans ce fusil un symbole de statut incontournable. Le banc d'épreuves de Saint-Étienne, qui contrôlait chaque arme produite sur le territoire, enregistrait la montée en puissance exponentielle de ce fabricant qui refusait de s'aligner sur le déclin industriel ambiant.
Pendant que l'État français s'épuisait financièrement à maintenir l'outil de production vieillissant de ses arsenaux nationaux et que Manufrance s'effondrait sous le poids de son propre gigantisme en 1985, Chapuis Armes prouvait qu'une industrialisation ciblée pouvait sauver le geste séculaire de l'ouvrier. Le marquage de manufacture gravé sur ses canons n'était pas seulement une indication d'origine commerciale. Il devenait la preuve physique, forgée dans l'acier, qu'une armurerie française indépendante de haute qualité pouvait encore imposer sa loi sur la scène mondiale. L'atelier des Monts du Forez avait trouvé son équilibre parfait entre l'acier numérisé et la lime de l'ajusteur, atteignant une ampleur inédite. Mais l'écosystème institutionnel et démographique qui absorbait cette production florissante abordait déjà, dans l'ombre, son propre crépuscule. Dans les années 1990, le contraste industriel dans la région de la Loire devient saisissant. Pendant que le nom de Chapuis Armes s'exporte sur tous les continents, l'écosystème qu'il a vu naître s'effondre de toutes parts. La souveraineté armurière française, jadis un motif de fierté nationale, traverse une crise systémique sans précédent. L'industrie d'État, lourde et dépendante de la commande publique, est en plein recul. La manufacture d'armes de Châtellerault, le grand arsenal historique des armes portatives, avait déjà fermé ses portes en 1968, laissant derrière elle des archives et des bâtiments vides. La manufacture d'armes de Tulle se réorientait douloureusement. Et surtout, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la toute-puissante MAS qui avait forgé le fusil MAS 36, le fusil semi-automatique MAS 49-56 et qui armait encore l'armée française avec le FAMAS, se vidait lentement de sa substance. Les grandes livraisons militaires étaient achevées. L'État, réorganisant son outil de production via le GIAT, Groupement industriel des armements terrestres, commençait à fermer des lignes d'usinage, abandonnant peu à peu l'idée de concevoir et de produire massivement ses propres armes légères. Du côté du marché civil, la catastrophe était déjà actée. En 1985, Manufrance, jadis le plus grand empire de vente par correspondance d'armes civiles en Europe, avait été définitivement liquidé. Le grand catalogue illustré, qui dictait depuis des décennies l'équipement des campagnes, des chasseurs et des foyers français, a cessé d'exister. Les immenses usines stéphanoises sont devenues des cathédrales industrielles silencieuses. L'armurerie française traditionnelle, composée de centaines de petits ateliers indépendants, a été décimée par la concurrence étrangère, la standardisation mondiale des calibres et la baisse inéluctable du nombre de licences de chasse. L'objet fonctionnait encore. Le système autour de lui disparaissait. Mais à Saint-Bonnet-le-Château, la trajectoire est spectaculairement inversée. Chapuis Armes atteint son apogée commercial, technique et institutionnel. L'entreprise ne fait pas que survivre au désastre régional. Elle domine une niche mondiale très exigeante. Les fusils express. Chapuis ne sont plus considérés comme de simples curiosités régionales ou des alternatives économiques aux grandes marques britanniques. Ils sont devenus un standard de fait. Des grandes forêts domaniales françaises aux savanes des safaris africains. Des armureries prestigieuses de Paris aux revendeurs spécialisés d'Amérique du Nord, la marque s'est imposée. La production augmente régulièrement, atteignant des milliers d'unités annuelles. Pour une arme de ce niveau de complexité, c'est une échelle industrielle remarquable. Sur le sol de l'usine, la scène est la preuve physique de cette ampleur paradoxale. L'atelier ne ressemble ni à une ligne de montage militaire automatisée à l'extrême, ni à une forge poussiéreuse du siècle passé. C'est un laboratoire d'hybridation. Les centres d'usinage à commande numérique tournent à plein régime pour débiter les bascules et les pièces mécaniques dans des blocs d'acier forgé. Mais à quelques mètres de là, la véritable valeur ajoutée se crée sur les établis d'une cinquantaine d'artisans hautement qualifiés. Lorsque les grandes manufactures de la région fermaient ou licenciaient, Chapuis récupérait et préservait certains des meilleurs savoir-faire. Le ponçage à l'huile, un traitement manuel du bois qui exige des semaines d'application patiente pour révéler la profondeur du veinage d'une crosse en noyer de grade exceptionnel, s'effectue dans le même bâtiment que les réglages d'outillage numérique. Le canonnier brase les faisceaux de tubes, l'ajusteur vérifie le verrouillage. Chaque fusil est ensuite longuement testé, cible à l'appui, dans le tunnel de tir de l'usine. Le banc d'épreuve de Saint-Étienne continue de frapper ses poinçons officiels de surpression sur ces armes françaises qui valent parfois le prix d'une automobile.
L'entreprise avait réussi l'impossible, maintenir une rentabilité industrielle moderne tout en conservant une aura d'exclusivité et un travail manuel de très haut niveau. Le problème n'était pas la qualité technique de leurs armes ou la solidité de leur réputation. Le problème était le plafond de verre inhérent à leur marché. Le monde de la grande chasse, aussi luxueux soit-il, reste restreint et soumis aux évolutions sociétales. Chapuis Armes avait prouvé sa capacité à dompter l'acier, à maîtriser des architectures balistiques complexes et à survivre à la mort de la grande industrie civile. Mais ce succès impressionnant ne fermait pas la question de leur avenir. Il l'agrandissait. Pour prouver définitivement que cette petite manufacture pouvait incarner et sauver l'essence même de la souveraineté armurière française, il lui fallait franchir une frontière culturelle absolue. Cette frontière absolue, c'était le domaine réservé de l'État, l'armement réglementaire. En 1998, une opportunité industrielle impensable se présente. À Mulhouse, dans l'est de la France, la manufacture Manurine traverse une crise mortelle. Manurine n'était pas un fabricant de fusils de chasse pour la bourgeoisie provinciale. C'était l'usine qui forgeait le légendaire MR73, un revolver, une arme de poing utilisant un barillet, c'est-à-dire un cylindre contenant plusieurs chambres rotatives, unanimement considéré par les spécialistes comme l'un des plus précis et des plus robustes au monde. Le MR173 n'était pas un simple produit commercial, c'était l'arme de dotation, l'attribution officielle d'une arme à une unité, du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, et de nombreuses unités d'intervention de la police française. Il représentait la quintessence de la métallurgie nationale, capable d'encaisser des dizaines de milliers de cartouches de très haute pression sans que la carcasse ne cède. Mais face à l'adoption massive de pistolets semi-automatiques en polymère, moins chers, plus légers et dotés d'une plus grande capacité, produits par la concurrence mondiale, l'outil industriel lourd de Mulhouse n'était plus financièrement tenable. La chaîne s'arrêtait. La production du MR173 était sur le point d'être définitivement abandonnée. L'État français allait perdre la capacité physique de fabriquer sa propre arme de poing d'élite. C'est alors que Chapuis Armes prend une décision qui stupéfie les ministères et le monde armurier. L'entreprise familiale, mondialement reconnue pour ses crosses de luxe et ses fusils express rayés, rachète les brevets, les plans originaux et l'outillage complet du Manurine MR173. Des dizaines de tonnes de machines-outils, de gabarits d'inspection et de pièces détachées quittent l'Alsace par camion pour rejoindre les ateliers de Saint-Bonnet-le-Château. Ce transfert industriel n'était pas qu'une simple transaction financière. C'était un sauvetage culturel. Le problème de la manufacture Manurine n'était pas la qualité balistique du revolver, mais le coût exorbitant de son ajustage manuel en usine. Or, s'il y avait un endroit en France qui possédait encore des dizaines d'ajusteurs capables de limer l'acier au centième de millimètre pour un coût maîtrisé, c'était bien l'usine Chapuis. La scène sur le sol de la manufacture stéphanoise devient alors un concentré ahurissant de l'histoire de l'armement français. D'un côté de l'allée centrale, des artisans poncés à l'huile de lin des crosses en noyer d'exposition, destinés à des safaris africains ou à de riches collectionneurs européens. De l'autre côté de la même usine, à quelques pas seulement, des ouvriers usèrent de leur force et de leur précision pour assembler les lourdes carcasses en acier bronzé, destinées aux forces de l'ordre. Le chien, la pièce mobile qui frappe le système de percussion, et la détente de ce revolver exigeaient un polissage manuel si minutieux qu'aucune machine à commande numérique ne pouvait reproduire la fluidité caractéristique de son mécanisme. Les artisans du Forez appliquaient désormais leur savoir-faire séculaire, hérité de la culture de la chasse, sur l'arme la plus tactique et la plus rigoureusement testée de la République. En sauvant le MR73 de la destruction, Chapuis Armes n'a pas seulement diversifié son catalogue commercial. L'entreprise s'est érigée de facto en dernier gardien de la souveraineté armurière française en matière d'armes de poing. Le banc d'épreuves de Saint-Étienne recevait désormais de cet atelier non seulement des armes civiles de prestige, mais aussi des revolvers d'intervention qui allaient retourner équiper les arsenaux étatiques. La marque avait atteint son zénith absolu. Elle avait prouvé, face au ministère de la Défense comme face au marché civil, que l'alliance entre la commande numérique de pointe et la lime de l'artisan stéphanois pouvait accomplir ce que les immenses usines rationalisées
ne parvenaient plus à financer. L'objet fonctionnait avec une perfection inégalée. L'usine tournait à plein régime. Le système économique global autour d'eux, cependant, devenait de plus en plus hostile. Chapuis avait vaincu la mort locale de l'armurerie traditionnelle française, mais la famille allait devoir affronter une pression internationale bien plus vaste. La manufacture produisait encore, mais l'époque de l'indépendance industrielle totale touchait à sa fin. Le sauvetage du Manhurin MR73 avait placé Chapuis Armes au sommet de son art industriel. L'usine tournait à plein régime. Les carnets de commandes pour les armes de poing d'intervention, comme pour les fusils express de grande chasse, semblaient inépuisables. Mais à l'aube des années 2000, un changement systémique silencieux et implacable commençait à resserrer son étreinte sur la manufacture stéphanoise. Ce déclin n'était pas celui de la qualité balistique de leurs armes. C'était l'effondrement du monde qui les entourait. L'industrie des armes françaises était frappée de plein fouet par la cinquième force, la restructuration totale et la disparition de la mémoire industrielle. La première fracture fut d'ordre démographique et culturel. Historiquement, l'armurerie française, même dans sa frange la plus luxueuse, s'était toujours appuyée sur la vitalité d'un immense marché intérieur. Dans les années 1970, la France comptait plus de 2 millions de chasseurs actifs, constituant un réseau dense d'armuriers locaux, de stands de tir et de clients réguliers. Mais à l'approche du nouveau millénaire, ce chiffre entame une chute vertigineuse, passant progressivement sous la barre du million. La pratique cynégétique se transforme. Le marché national de l'arme rayée et lisse, autrefois si vaste qu'il justifiait l'existence d'usines entières, se rétracte violemment. Pour Chapuis, qui exportait une part significative de sa production, cette contraction du marché national aurait pu n'être qu'un défi commercial gérable. Mais le véritable drame se jouait ailleurs. Le problème n'était pas seulement la baisse des ventes intérieures. Le problème était l'asphyxie silencieuse de l'écosystème de production locale. La force de l'armurerie de Saint-Étienne n'avait jamais reposé sur des usines isolées, mais sur une constellation complexe de sous-traitants ultra spécialisés. Le forgeron qui préparait les ébauches d'acier, le trempeur qui maîtrisait les traitements thermiques, le graveur indépendant, le fabricant de ressorts sur mesure. Lorsque la grande industrie stéphanoise s'est effondrée, lorsque des géants comme Manufrance ont disparu et que la commande militaire de l'État s'est tarie, ce tissu industriel a été purement et simplement détruit. Les petits ateliers fermèrent les uns après les autres, sans trouver de repreneurs. Une génération entière d'ouvriers spécialisés prenait sa retraite sans jamais transmettre son savoir. Chapuis Armes s'est soudainement retrouvé tragiquement isolé. Pour continuer à fabriquer le MR73 avec l'acier spécifique qu'exigeait sa carcasse, et pour maintenir la production de ses bascules de fusils express, la manufacture devait désormais tout maîtriser, ou presque, en interne. Cette internalisation forcée des compétences exigeait des investissements en capital colossaux. Les nouvelles générations de centres d'usinage à commande numérique, indispensables pour garantir la précision des pièces avant l'ajustage manuel, coûtaient des millions d'euros. La mise aux normes environnementales strictes des bains de traitement de surface, la recherche et le maintien des chaînes d'approvisionnement en aciers spéciaux devenaient un fardeau écrasant pour une simple entreprise familiale indépendante. L'indépendance, autrefois symbole d'agilité et de fierté, se transformait lentement en un piège financier. À cette pression locale asphyxiante s'ajoutait une force géopolitique et commerciale globale, la quatrième force de destruction, la standardisation et la concentration mondiale de l'industrie de l'armement léger. Dans les années 2000 et 2010, le marché international subit une restructuration brutale. Les grands conglomérats internationaux, dotés de moyens financiers massifs, commencent à dévorer systématiquement les marques historiques indépendantes. Le groupe italien Beretta Holding, par exemple, rachète méthodiquement ses concurrents à travers le monde. Ils intègrent des noms légendaires comme Sako et Tikka en Finlande, ou de prestigieux fabricants britanniques. La logique de ces immenses empires est implacable. Standardisation des processus, puissance d'achat mondialisée pour les matières premières, partage des coûts de recherche et développement, et surtout, contrôle absolu des grands réseaux de distribution internationaux. Face à cette force écrasante, Chapuis Armes restait une anomalie. L'entreprise concevait en France, usinait en France, ajustait dans la Loire et vendait depuis son fief de Saint-Bonnet-le-Château.
Elle devait affronter seule des titans industriels qui pouvaient s'appuyer sur des usines réparties sur plusieurs continents. Lorsqu'un client américain ou asiatique cherchait une arme fine ou un revolver d'élite, les distributeurs internationaux privilégiaient naturellement les catalogues des grands groupes, capables d'assurer des marges commerciales agressives, une logistique mondiale et un service après-vente standardisé. La manufacture du Forez réussissait encore à produire des objets d'une perfection rare. Le MR73 continuait de sortir des ateliers, lourds, noirs et parfaitement fluides. Les crosses en noyer poncé à l'huile brillaient toujours dans les râteliers. Le poinçon de Saint-Étienne certifiait toujours une qualité hors norme. Mais le système autour de l'arme s'était totalement métamorphosé. L'oxygène financier et industriel devenait rare. Les dirigeants ont alors mesuré la réalité de leur isolement. S'ils tentèrent de rester la dernière forteresse totalement indépendante dans un marché avalé par des groupes mondiaux, l'usine finirait inévitablement par s'épuiser. Une seule crise économique sévère, une simple perte de réseau de distribution aux États-Unis, ou l'impossibilité de financer la prochaine génération de machines-outils suffirait à faire taire définitivement l'atelier. Pour sauver la manufacture, pour préserver les emplois des ouvriers stéphanois et garantir que le nom de Chapuis continue d'exister sur l'acier, il fallait accepter l'inacceptable. La manufacture produisait encore, mais l'époque de la souveraineté familiale et nationale absolue touchait à sa fin. En mars 2021, la nouvelle tombe avec la froideur d'un communiqué financier. Une annonce qui, un demi-siècle plus tôt, aurait été perçue comme un véritable tremblement de terre dans toutes les vallées stéphanoises. L'entreprise Chapuis Armes, le dernier grand bastion de l'armurerie française de luxe, l'atelier qui avait eu l'audace de sauver le mythique Manourin MR73, passe sous le contrôle total du groupe italien Beretta Holding. Pour comprendre la violence symbolique de cette décision, il faut regarder ce que représentait l'indépendance dans la culture ouvrière et patronale de la région. Pendant des décennies, le bassin de Saint-Étienne avait résisté aux crises en s'appuyant sur sa propre fierté, sur son réseau local et sur la conviction que le savoir-faire national suffirait toujours à convaincre les acheteurs. Mais la quatrième force de destruction de l'armement français, la concurrence étrangère couplée à la concentration mondiale du secteur, ne laissait plus aucun choix aux acteurs isolés. Le problème n'était pas la santé financière immédiate de l'usine de Saint-Bonnet-le-Château. Le carnet de commandes était plein. Les armuriers travaillaient à flux tendu. Le problème était la projection dans la décennie suivante. Comment une usine indépendante de quelques dizaines d'employés pouvait-elle continuer à financer l'évolution constante de son parc d'usinage? Comment pouvait-elle supporter les coûts colossaux du marketing mondial ou bâtir le réseau de distribution internationale strictement nécessaire pour écouler des armes d'exception? Sur le marché américain, par exemple, qui reste le plus grand marché civil au monde, vendre une arme importée exige de franchir des barrières douanières, administratives et logistiques que seuls les immenses conglomérats peuvent absorber sans risquer la faillite à la moindre crise de change. Cette force allait devenir un piège insurmontable pour la structure familiale. Beretta Holding n'est pas seulement un fabricant historique italien. C'est un empire industriel mondialisé qui a méthodiquement absorbé des marques légendaires à travers toute l'Europe et l'Amérique du Nord pour verrouiller les marchés civils et militaires. En rachetant Chapuis Armes, le conglomérat s'offrait non seulement un savoir-faire inestimable dans le domaine très fermé des armes basculantes de luxe, mais il s'offrait surtout une entrée directe, clé en main, dans le sanctuaire de l'armement réglementaire français avec le Manourin MR73. L'ironie institutionnelle de cette acquisition est saisissante. Le MR173, l'outil conçu spécifiquement dans les années 1970 pour garantir l'autonomie tactique absolue des forces d'intervention françaises, l'arme de poing qui symbolisait la violence légitime et l'excellence métallurgique de l'État souverain, devenait la propriété d'un groupe étranger. Si le ministère de l'Intérieur français souhaite aujourd'hui commander de nouveaux revolvers pour le GIGN ou pour ses unités spéciales, la commande est passée en France, l'acier est usiné dans la Loire, mais les dividendes, la propriété intellectuelle et la stratégie globale appartiennent à l'Italie. La trajectoire de Chapuis éclaire le destin tragique de l'industrie française par un contraste cruel. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, la légendaire Masse, avait refusé cette logique d'intégration commerciale mondiale. Engluée dans sa dépendance à la commande d'État
et incapable de se réformer assez vite face aux standards de l'OTAN, elle a fini par être démantelée. Ces immenses bâtiments ont été transformés, ces lignes de production envoyées à la casse, ces ouvriers dispersés dans le silence. Manufrance, de son côté, avait tenté de survivre par des restructurations internes complexes et des coopératives ouvrières, avant de sombrer définitivement sous le poids de son propre gigantisme obsolète. Face à ce cimetière industriel, la direction de Chapuis a fait un choix radicalement différent. Ils ont choisi de sacrifier l'indépendance absolue du capital pour garantir la survie physique de l'outil de production. Sur le sol de l'usine, le lendemain de la signature du rachat, la scène physique semblait intacte. Les centres d'usinage, ces immenses machines programmées pour sculpter le métal brut, hurlaient que toujours. Les monteurs sur bois ponçaient toujours les crosses de noyer avec une lenteur hypnotique. Le banc d'épreuve de Saint-Étienne continuait de frapper son poinçon officiel sur les canons rayés. L'objet fonctionnait encore, mais le système autour de lui avait définitivement changé de nature. Ce n'était plus une victoire de l'industrie française indépendante. C'était la victoire d'une multinationale qui venait d'ajouter un joyau régional à son immense vitrine. Les décisions concernant les volumes de production, l'exportation vers les États-Unis ou la priorisation des contrats ne se prenaient plus exclusivement dans les monts du Forez. Elles devaient désormais s'intégrer dans la logique d'un groupe qui produisait des millions d'armes sur plusieurs continents. La cession marque la fin définitive d'une époque, celle où une famille, un atelier, une ville française pouvaient imposer leurs lois sur le marché mondial sans devoir se soumettre aux règles des titans internationaux. La mondialisation armurière ne tolère plus les anomalies romantiques. Elle exige des volumes. Elle exige des réseaux logistiques. Elle exige une standardisation des coûts. L'indépendance financière a disparu. Le nom est une marque de portefeuille. La stratégie a quitté la vallée. Le capital a changé de pays. L'armurerie souveraine s'est tue. La manufacture produisait encore. Mais l'époque de la grande indépendance industrielle française s'était définitivement refermée. L'héritage de Chapuis-Armes constitue une anomalie fascinante et douloureuse dans le paysage industriel de l'armement français. Si vous marchez aujourd'hui dans les vastes galeries du musée de l'Armée aux Invalides à Paris ou dans les couloirs silencieux du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, l'histoire métallurgique de la France se lit presque exclusivement comme une longue nécrologie. Derrière d'épaisses vitrines de verre, sous des lumières artificielles froides, reposent les fantômes d'une époque révolue. On y trouve les fusils réglementaires, usinés par les dizaines de milliers d'ouvriers de la manufacture d'armes de Châtellerault. On y observe les prototypes oubliés et les armes de dotation massive de la Hamas. On y contemple les épais catalogues jaunis de Manufrance, qui dictaient autrefois l'équipement de millions de foyers ruraux. Pour la communauté des collectionneurs, des conservateurs d'archives et des historiens locaux, l'armurerie française est devenue avant tout un sujet de préservation patrimoniale. Les passionnés d'histoire s'échangent aujourd'hui d'anciens fusils d'Arnes ou de vieux juxtaposés stéphanois, non pas comme des outils modernes, mais comme les reliques d'un monde ouvrier définitivement englouti par la mondialisation. Mais Chapuis-Armes n'appartient pas encore au musée. C'est là que réside toute la puissance de son héritage. L'entreprise a accompli ce que la gigantesque industrie d'État et les immenses empires de la vente par correspondance n'ont pas su faire. Elle a physiquement survécu au changement de siècle. Ce modèle de survie est essentiel pour comprendre l'histoire industrielle contemporaine. Pourquoi cette manufacture a-t-elle subsisté alors que des géants employant des milliers de personnes se sont effondrés? La réponse historique est une leçon d'humilité face à la machine. La famille Chapuis a compris très tôt que si la France tentait de se battre uniquement sur le terrain des volumes de production, des coûts salariaux et de la standardisation face aux usines américaines, turques ou asiatiques, elle perdrait systématiquement. La seule voie de salut pour le métal stéphanois n'était pas la quantité, mais l'exception. L'entreprise a survécu en devenant le refuge d'une complexité mécanique et manuelle que l'industrie lourde refusait désormais d'assumer. Aujourd'hui, le site physique de Saint-Bonnet-le-Château est le dernier grand sanctuaire de ce savoir-faire. L'usine ne ressemble en rien à une friche industrielle abandonnée aux herbes folles, comme le sont devenus tant d'anciens arsenaux de la République dont les toits se sont effondrés. C'est un espace bien vivant. Chaque matin, des ouvriers franchissent les portes de l'atelier.
Les centres d'usinage à commande numérique découpent l'acier forgé avec une précision chirurgicale, tandis que les maîtres artisans, à quelques mètres de là, transmettent encore leur savoir aux apprentis. Ils continuent d'utiliser le noir de fumée pour vérifier la convergence des canons, un geste technique ininterrompu depuis près d'un siècle. Il y a d'ailleurs une ironie historique poignante, une sorte de note de bas de page surprenante dans cette trajectoire. Si vous observez la chaîne de montage du légendaire Manurin MR73 aujourd'hui, vous réalisez l'étrangeté du chemin parcouru. Ces lourdes presses, ces gabarits d'acier et ces outils de contrôle qui trônent dans les monts du Forez sont les mêmes que ceux qui avaient été conçus à l'origine dans les années 1970 à Mulhouse. L'outil ultime de la violence légitime de l'État français, le revolver commandé par les ministères pour garantir l'indépendance tactique de la police nationale, est désormais usiné sous les fenêtres d'artisans qui fabriquent des crosses de chasse. Pire ou mieux encore selon le point de vue, l'existence même de ce revolver d'intervention, symbole de la souveraineté étatique, dépend aujourd'hui de la stratégie commerciale et du soutien financier d'un groupe civil italien. Cette réalité résume toute la philosophie du déclin et de la transformation de l'armement français. L'époque où la France pouvait dessiner, produire, tester, distribuer et exporter ses propres armes légères en s'appuyant exclusivement sur un capital national, une main-d'œuvre locale et des commandes d'État est définitivement achevée. Le système s'est refermé. La souveraineté industrielle absolue a dû être sacrifiée sur l'autel de la rationalité économique mondiale. Beretta Holding a apporté la sécurité financière, l'accès aux réseaux mondiaux et la pérennité de la marque, mais a pris en échange l'indépendance de la décision stratégique. C'est une victoire amère, mais c'est une survie réelle. Contrairement aux ingénieurs de Châtellerault, aux ouvriers de Manufrance ou aux concepteurs de la MIS dont les machines ont été vendues à la ferraille, les employés de Chapuis ont préservé l'essentiel, le geste de la main sur la matière. L'objet fonctionne encore, même si le système autour de lui a changé de propriétaire. Le savoir-faire n'a pas été dispersé, la mémoire de la région n'a pas été effacée. Et aujourd'hui encore, dans la lumière d'un atelier de Saint-Bonnet-le-Château, un poinçon officiel du banc d'épreuves de Saint-Étienne vient frapper le métal froid d'un canon neuf, preuve silencieuse qu'une certaine idée de l'armurerie française a refusé de s'éteindre. À très bientôt pour la prochaine histoire.